Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marie-Pierre Courcy. Je suis agente de développement et de liaison au Réseau Réussite Montréal, puis je serai votre animatrice aujourd'hui. Le sujet qui nous réunit ce matin, celui de la réussite éducative des enfants immigrants, figure parmi mes champs de travail et d'intérêt depuis plusieurs années déjà. Parmi mes fonctions à RRM, je coordonne le projet de socialisation linguistique en 40 jours qui vise à offrir un environnement inclusif qui favorise le développement du plein potentiel des enfants nouveaux arrivants en 2 années scolaires. C'est dans le cadre d'une approche qui est adaptée aux barrières et aux spécificités de cette population. Et d'ailleurs, grâce à ce projet-là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer puis de travailler avec Isabelle, notre conférencière d'aujourd'hui. Le sujet de la conférence, vous comprendrez, est donc d'une grande importance pour moi et pour RRM aussi, surtout considérant la forte croissance de l'immigration, sa concentration à Montréal. On sait que ces jeunes et leurs familles ont des besoins spécifiques à leur réalité, ce qui amène une adaptation des interventions pour s'assurer d'y être en adéquation. Dans ce dossier, RRM porte les intentions de développer une compréhension commune du parcours des jeunes immigrants, des obstacles à leur réussite éducative et des enjeux sur le territoire, mais aussi la volonté d'accroître les capacités d'agir régionales pour assurer l'inclusion des jeunes immigrants en soutenant les changements de pratique au sein des organisations qui œuvrent en réussite éducative. La conférence virtuelle d'aujourd'hui s'inscrit dans ce volet que RRM souhaite développer. Vous êtes plus de 350 inscrits à cette activité ce matin. On vous remercie d'être avec nous, puis de nous avoir partagé aussi de nombreuses questions dans l'espace qui était réservé à ça pour le formulaire d'inscription. La présentation d'aujourd'hui, elle va répondre à plusieurs de ces questions-là, mais celles qui portent sur les pistes d'action, l'interprétation des résultats pourront malheureusement pas être abordées. La conférence vise plutôt à dresser un portrait de la situation, présenter un état de fait qui est somme toute assez volumineux, vous le verrez. Donc, on ne pourra pas se prononcer sur les causes et les constats, ni proposer des solutions, puisque les analyses présentées pour le moment ne permettent pas d'aller dans cette direction-là. Ça fait l'objet d'un second volet d'analyse sur lequel Isabelle et son équipe vont travailler. De plus, il faut souligner aussi que l'étude qui va vous être présentée ce matin concerne des cohortes majoritairement pré-pandémiques, puis que les données le sont pour l'ensemble du Québec. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai deux informations qui concernent le déroulement de la conférence virtuelle à vous partager. Tout d'abord, vous allez avoir l'occasion à plusieurs reprises de poser vos questions puis de réagir aux résultats qui vont être présentés, donc à différents moments de la conférence. Je vous invite à inscrire vos questions en tout temps dans la fonctionnalité questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Puis, restez à l'affût aussi, il va y avoir des invitations écrites là, qui vont vous être envoyées dans le module de discussion pour partager vos réactions par rapport aux données qu'Isabelle va vous présenter. Aussi, le webinaire est enregistré, donc vous allez avoir accès à un lien de rediffusion au dossier documentaire qui va vous être envoyé, et puis un dossier documentaire qui va vous être envoyé avec la présentation, l'étude complète, puis des ressources pour aller plus loin. Donc, pas de souci, vous aurez tout ça après la présentation que vous pourrez partager aussi à d'autres si vous le souhaitez. Il est maintenant temps d'accueillir notre conférencière. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, je vais prendre un grand respire pour dire son titre. Donc, Isabelle Archambault, qui est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des jeunes et directrice du groupe de recherche sur les environnements scolaires. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous présenter en primeur les résultats de cette nouvelle étude sur laquelle toi et ton équipe, vous avez travaillé très fort. Ça fait plusieurs événements qu'Isabelle fait avec nous, donc c'est toujours un énorme plaisir de collaborer avec elle. Merci Isabelle. Avant de te céder la parole, on aimerait proposer un petit quiz aux participants. Donc, je vais laisser ce qu'il est ouvert sur les votes. Oui, donc, selon vous, quelle est la langue maternelle et d'usage la plus fréquemment parlée parmi les élèves de l'immigration? Est-ce que c'est le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le chinois ou le créole? Je vous laisse répondre. Je ne vois pas les réponses. Je ne sais pas si... OK, voici. Le français, 15%, l'anglais, donc l'espagnol en grande majorité. L'espagnol, arabe et anglais figurent parmi les choix les plus
proposé que vous croyez. Donc, merci de votre participation. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, que vous restiez attentif dans la conférence. C'est Isabelle qui va le faire dans sa présentation. Je peux cependant vous dire que vous allez probablement être un petit peu surpris. Donc, sans plus tarder, Isabelle, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait excessivement plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter les résultats d'une étude, en fait, qu'on a menée en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais... Voilà. En fait, avant de commencer, je voudrais aussi souligner là, la contribution de mes de collègues qui ont participé avec moi à l'élaboration de cette étude-là, donc Catherine Fréchette-Simard et Sophie Pascal de mon équipe. Mais j'aimerais aussi évidemment remercier le ministère de l'Éducation du Québec parce que c'est une étude qui a été réalisée grâce à un financement du ministère. Et j'aimerais aussi particulièrement remercier la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle et la Direction des indicateurs et des statistiques du ministère, dans la mesure où sans ces collaborations-là, évidemment, l'étude n'aurait vraiment pas été possible. Donc, avant de commencer, en fait, je pense qu'il est quand même important parce qu'on m'a dit que ce matin, il y avait des gens, je pense que les gens des milieux scolaires, ces acronymes-là sont des choses que vous connaissez bien déjà. Mais évidemment, peut-être que des personnes de d'autres réseaux qui sont là. Donc, on m'a demandé de vous faire un petit glossaire pour commencer avant même de vous présenter des résultats. Donc, quand on parle d'élèves issus de l'immigration, donc sous l'acronyme EII, bien souvent, on les distingue en fonction de trois grandes catégories. Puis dans les données du ministère de l'Éducation, ce sont vraiment ces trois grandes catégories-là qui sont utilisées. Donc, quand on parle des élèves de première génération, ce sont des élèves, des jeunes qui sont nés à l'étranger, de parents nés à l'étranger. Quand on parle des élèves de deuxième génération, ce sont des élèves, des jeunes qui sont nés au Canada, mais dont l'un des deux parents est né à l'étranger. Et finalement, les élèves de troisième génération ou plus, ce sont tous les autres élèves. Donc, des fois, on a tendance à penser que la troisième génération, c'est vraiment juste la troisième génération, mais le plus et plus est important ici parce que ce sont vraiment tous les autres élèves. Euh, pour ce qui est des élèves EHDA, ben, pas les élèves EHDA, mais les élèves HDA, dans le fond, c'est les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Donc, c'est une appellation qui est donnée par le ministère de l'Éducation pour identifier des élèves qui ont des besoins particuliers, que ce soit des besoins en lien avec des difficultés comme d'apprentissage, comme c'est nommé là, mais aussi en lien avec des difficultés d'adaptation, comme des problèmes comportementaux et émotionnels, etc. L'IMSE, en fait, c'est l'indice de milieu socio-économique. Donc, c'est un indicateur. Les écoles sont classées en fonction de cet indice-là qui permet d'identifier les écoles qui sont situées en milieu plus favorisé et plus défavorisé. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous présenterai des données à cet égard-là, mais pour vous donner un peu un aperçu. Sinon aussi, dans le jargon ministériel, il y a ce qu'on appelle les projets particuliers, donc que ce soit des projets alternatifs, les programmes internationaux qui sont quand même bien connus, les programmes sport-études, art-études, anglais intensif, tout ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les projets particuliers. Mais il y a également ce qu'on appelle les projets enrichis, donc les programmes enrichis, pardon, donc c'est tous les programmes d'enrichissement, que ce soit dans des matières comme les sciences informatiques en langue, mais aussi en art, en sport, où parfois il y a des programmes enrichis qui sont multivolets. Et finalement, quand on parle de FGJ, on parle de la formation générale jeune, donc c'est vraiment le secteur jeune, là, les écoles primaires, secondaires, etc. FGA, c'est la formation générale adulte. Et finalement, les SASAF, ce sont des services d'accueil associés à l'apprentissage du français. Donc, ce sont des services qui sont offerts pour les jeunes. Vous allez voir dans les données tout à l'heure que ce n'est pas nécessairement juste les élèves de première génération, donc qui ne sont pas nés ici, qui peuvent bénéficier de ce type de service-là, mais c'est sûr qu'on trouve davantage d'élèves de première génération qui en bénéficient.
Donc, c'est un petit glossaire pour commencer, pour que tout le monde ait un peu un état de lieu, puis qu'on puisse comprendre, se comprendre pour la suite. Mais donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu le contexte et les objectifs de ce travail-là. Euh, Probablement que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà l'étude qui avait été réalisée par la professeure Marie McAndrew en 2011. En fait, c'est un portrait provincial qui avait été fait par Marie et ses collaborateurs et qui visait à suivre pendant 9 ans des élèves issus de l'immigration, donc encore élèves issus de l'immigration, c'est-à-dire les premières et les deuxièmes générations, des cohortes de 98 à 2000. Et donc, ces élèves-là avaient été suivis pendant 9 ans. C'est un rapport qui avait fait énormément, ben, en fait, on en parle encore parce que ça avait été probablement un des premiers portraits provinciaux au Québec qui avait été fait sur la réussite éducative des élèves issus de l'immigration. Et donc, dans ce rapport-là, ben, on voyait déjà à l'époque la présence d'écarts importants dans les taux de diplomation de ces élèves-là, mais en fonction de différentes caractéristiques, que ce soit des caractéristiques socio-démographiques, comme par exemple le statut socio-économique, le sexe des élèves, etc., mais aussi en fonction des langues d'origine de ces élèves-là, en lien aussi avec les parcours migratoires, les régions d'origine des élèves, puis évidemment en fonction des milieux scolaires fréquentés, donc des milieux plus favorisés, plus défavorisés, les écoles plus privées, publiques, etc. Mais 15 ans plus tard, en fait, il y a- on se disait, mais ça serait quand même intéressant de voir qu'en est-il maintenant. Donc, d'autant plus qu'on sait que la situation a changé, donc que les caractéristiques des personnes immigrantes ont changé. Comme le dit Marie-Pierre tout à l'heure, ce sont des données que je vais vous présenter, ce sont des données qui sont pré-pandémiques, mais en même temps, vous allez voir, tu sais, si on compare, puis là, je vais un peu des punchs, là, mais euh, les grands constats qui sont faits sont quand même assez stables dans le temps. Donc, il est possible de croire, même si c'est sûr que ça serait intéressant de pouvoir ajouter les dernières données, il est possible de croire que la situation globale à l'échelle provinciale n'a pas nécessairement changé de manière si importante que ça, même s'il peut y avoir des changements régionaux ou de sous-groupes particuliers qui auraient pu être observés. Mais malgré tout, le fait que, bon, 15 ans plus tard, la situation a changé, que les personnes immigrantes se répartissent plus nécessairement de la même façon au niveau du territoire de la province, puis que aussi, il y a énormément d'efforts qui ont été mis dans plusieurs centres de services scolaires pour répondre et mieux soutenir ces élèves-là pour favoriser leur accueil. Bien, on s'est dit, mais ça serait quand même vraiment pertinent d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, comme Marie-Pierre vous l'a présenté tout à l'heure, c'est une étude qui est en 2 volets, en fait. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter le premier volet parce que le deuxième est en cours d'analyse. Le rapport devrait probablement, ben, le rapport va être déposé probablement pendant l'été, puis disponible au milieu, je présume, vers l'automne. Mais donc, le premier volet de cette étude-là, c'était vraiment de dresser un portrait. Donc, c'est très descriptif ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. Je vais essayer de les interpréter pour vous accompagner dans tout ça, mais c'est sûr que c'est vraiment un portrait qui est descriptif et donc qui visait à comprendre, à faire un portrait du cheminement de la performance et de la persévérance scolaire sur 7 ans d'élèves de première, deuxième génération. Et donc, 15 ans après le rapport qui avait été publié par Marie McAndrew, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris des cohortes d'élèves de 2012 à 2014, puis on les a suivis pendant 7 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des élèves qu'on a suivis jusqu'en 2021, 2019-2021. Et donc, pour voir un peu ben, comment évoluaient ces élèves-là à travers le temps. Euh, le deuxième volet qui est en cours, ben, ce qu'on est en train de faire, alors que le premier volet, c'est vraiment de dresser un portrait descriptif, le deuxième volet, c'est vraiment de voir, mais quels sont les facteurs qui ont le plus grand poids sur la persévérance scolaire de ces élèves-là. Puis évidemment, de réfléchir à l'incidence de ces résultats-là au niveau des politiques publiques, puis des mesures de soutien à la persévérance scolaire dans les milieux. Donc, euh,
avant de vous présenter les résultats qui vont vous être présentés en deux grands volets. Donc, il y a un premier volet, je vais vous présenter davantage euh, qu'est-ce qu'on voit de ces élèves-là, donc quel est le portrait euh, descriptif statistique de ces élèves-là. Puis le deuxième volet, ça va être, mais qu'est-ce qu'on sait de la persévérance scolaire des élèves issus de l'immigration, comparativement, entre autres, aux élèves de troisième génération ou plus. Mais avant, donc, je tiens à quand même faire des remarques préalables, c'est-à-dire que c'est vraiment important de voir que ce sont des statistiques qui sont purement descriptives. Donc, il faut faire attention à l'interprétation. On n'a pas de cause dans ce que je vais vous présenter. Je ne peux pas vous identifier que le portrait est dû à telle ou telle chose. En ce moment, ce qu'on fait, c'est un constat. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, ce que je vais faire avec vous ce matin. Le deuxième volet de l'étude va peut-être nous permettre davantage de faire des liens puis de voir un peu c'est quoi les facteurs qui pèsent le plus. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important de placer ça avant. Donc, juste pour vous situer, puis je tiens à préciser aussi que je parle des élèves qui rentraient en secondaire 1 dans les cohortes de 2012, 2012, 2013, 2013, 2014 et 2014-2015, mais on a aussi intégré tous les élèves qui arrivaient en cours de scolarité secondaire. Ici, on parle vraiment d'élèves du secondaire, puis, mais on a quand même intégré dans les données tous les élèves qui arrivaient en cours de scolarité. Donc, on n'a pas pris juste les élèves qui étaient présents en secondaire 1, on a pris tous les élèves qui aussi arrivaient en cours de scolarité. Et donc, vous avez ici un peu la répartition des élèves sur ces trois cohortes-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 13-14 d'élèves qui sont des élèves de première génération, donc qui sont nés à l'étranger. On a à peu près un 14,5 d'élèves qui sont nés au Canada, mais dont les parents sont nés à l'étranger. Et les autres élèves, donc évidemment, ça représente la balance de l'échantillon. On a aussi des élèves qu'on a dû retirer malheureusement des analyses parce que en n'ayant pas le lieu de naissance des parents de ces élèves-là, ben, on ne pouvait pas les classifier dans l'une ou l'autre de ces catégories-là. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un certain biais. Ceci dit, sur le taux d'élèves qu'on a, le nombre d'élèves qu'on a, ben, on peut penser que ça n'aura pas un poids qui est si grand que ça, mais ça reste que c'est peut-être des élèves qui ont des caractéristiques particulières. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment en deux grandes parties. Donc, d'abord, des résultats un portrait plus descriptif. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ces élèves-là? Donc, en gros, ce qu'on voit ici, c'est en fonction des régions d'origine de ces élèves-là. Donc, évidemment, les troisième générations plus, ce sont des élèves qui sont nés au Canada, dont les parents sont nés au Canada. La majorité ici, ce sont une proportion d'élèves qui étaient aux États-Unis, puis, mais qui sont quand même des élèves là, canadiens. C'est pour ça qu'on a un 2,8 ici. Mais sinon, vous avez donc la répartition des élèves issus de l'immigration. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que, bon, à la première génération, les pays d'origine, les régions d'origine, pardon, les plus représentées, c'est l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, presque de manière équivalente. On a aussi beaucoup de personnes d'Europe, donc beaucoup de jeunes Européens. Asie de l'Est aussi, qui est quand même assez représentée, et les Antilles. Les Antilles, essentiellement, c'est Haïti. Sinon, à la deuxième génération, ben, on a quand même une proportion encore plus importante de jeunes qui viennent de l'Europe. Sinon, bien évidemment, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine est encore aussi très représentée. Puis là, les jeunes antillais aussi, donc haïtiens surtout, sont très représentés. Le Moyen-Orient à la deuxième génération aussi est assez représenté au Québec. Maintenant, pour revenir au quiz de tout à l'heure, au sondage de tout à l'heure, ben, ce qu'on voit en fait dans les données, c'est que la langue la plus parlée par les élèves issus de l'immigration, ça reste quand même le français. Donc, quand on prend les langues, même à la première génération, il y a quand même le quart des élèves qui ont le français comme langue maternelle. Donc, et comme langue d'usage, ben, c'est presque 40. Donc, on a quand même une grande proportion d'élèves de première génération qui arrivent au Québec dans les écoles et qui
soit ont comme langue maternelle ou langue d'usage le français. Puis à la deuxième génération, ben, on est dans les 50 là. Donc, dans les langues d'usage, on dépasse même le 50. Pour ce qui est de la première génération, vous voyez que tout à l'heure, dans les réponses, là, il y avait quand même des gens qui nommaient l'arabe et l'espagnol. Donc, c'est sûr que oui, dans les langues après ça, maternelles et d'usage les plus courantes, on a l'arabe et l'espagnol, mais à la deuxième génération, c'est l'anglais qui prend le relais. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques des élèves, bien évidemment, là, la proportion de garçons-filles n'est pas vraiment, ne varie pas en fonction pour les élèves de première, deuxième, troisième génération, ça ne change pas rien. La proportion d'élèves qui ont redoublé non plus est relativement équivalente dans les trois groupes. Où on voit des différences, c'est au niveau des élèves HDA, donc HDA handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Donc, ce sont les élèves dont je vous parlais tout à l'heure là, quand je vous présentais le glossaire. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, on a une proportion beaucoup moins importante d'élèves qui sont cotés HDA globalement au Québec dans les cohortes qu'on a étudiées à la première génération par rapport à la deuxième ou encore plus haut à la troisième génération et plus. Donc, pourquoi c'est ainsi? Il y a plusieurs hypothèses qui pourraient être soulevées. Puis évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas nécessairement testé de cause ici, mais c'est quand même un constat qui est intéressant. Évidemment, à l'arrivée en cours de scolarité secondaire, ben, on a plus de première génération. C'est pas très, très surprenant. On a quand même 23 des élèves qui sont arrivés en cours de scolarité secondaire. Puis on sait, selon beaucoup, beaucoup d'études, que c'est euh, malheureusement, dans certains cas, quelque chose qui peut augmenter les risques de difficultés pour plusieurs raisons. Mais donc, c'est sûr que de façon logique, il y a plus d'élèves de première génération dans ce groupe-là. Pour les changements d'école, pendant les années du secondaire, bon, on retrouve des proportions similaires, mais vous allez voir tout à l'heure dans les résultats que je vais vous présenter en lien avec la diplomation que l'impact des changements d'école ne semble pas être le même pour les élèves issus de l'immigration ou pas. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Les SASAF, je vous rappelle que c'est les services de soutien à l'apprentissage du français. Et donc, évidemment, il y a plus d'élèves de première génération qui en bénéficient, mais il y a des élèves aussi de deuxième génération qui en bénéficient. Parmi les mesures SASAF, il existe les mesures en classe d'accueil ou en classe ordinaire. Donc, les classes d'accueil, ce sont des classes, là, pour ceux qui ne sont pas du milieu scolaire, ce sont des classes qui sont fermées où la plupart de tous les élèves, en fait, reçoivent des mesures d'accueil pour apprendre le français, etc. Donc, évidemment, il y a plus d'élèves à la première génération qui reçoivent ce type de service-là. Mais il y a c'est les centres de services scolaires qui décident généralement quel type de modèle d'accueil ils privilégient. Il y a des centres de services scolaires qui choisissent de faire, même pour les nouveaux arrivants allophones, donc qui ne parlent pas français, vont décider de faire l'accueil dans les classes ordinaires. Donc, il y a quand même une proportion qui se retrouve en classe ordinaire. Puis après ça, ben, il y a des élèves qui reçoivent des mesures d'appoint. Le soutien d'appoint en français, ça, c'est des mesures qui sont un peu moins intensives. C'est généralement pour des élèves qui parlent déjà français ou qui n'ont pas de grands besoins en français, mais qui peut-être qui ont besoin de services un peu plus soutenus, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture ou pour autre chose. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est ça, mais c'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'élèves qui ne reçoivent pas nécessairement de mesures SASAF aussi, du fait qu'il y en a qui parlent français, qui n'ont pas nécessairement, en arrivant ici, qui n'ont pas nécessairement besoin de ce type de soutien-là. Maintenant, résultat intéressant ici, ben, ce qu'on voit, c'est que autant pour les projets particuliers, je vous rappelle, les projets particuliers, ce sont les programmes comme, par exemple, les programmes internationaux, sport-études, hors-études, etc. Ben, on ne voit pas nécessairement de différence entre les élèves de première, deuxième et troisième génération, plus au niveau de la proportion d'élèves qui euh, sont inscrits dans un projet particulier au secondaire. Par contre, dans les programmes enrichis, il y a une nette sous-représentation des élèves de première et de deuxième génération dans ces programmes-là.
Il y en a 2 fois moins que pour les élèves de troisième génération ou plus. Donc, on a moins d'élèves qui sont inscrits dans des programmes enrichis à la première et à la deuxième. Pour ce qui est de la formation générale des adultes, on retrouve un peu plus d'élèves de troisième génération ou plus dans ce type de profil-là que pour les élèves de première et de deuxième génération. Maintenant, si on voulait faire les comparaisons entre les garçons et les filles, dans les données du ministère, là, les données sont classées de façon binaire. Donc, même si, évidemment, on sait qu'il y a il y a des personnes qui s'identifient à autre chose, là, c'est vraiment basé sur le sexe biologique. Et donc, vous avez ici les résultats montrent en fait que de façon générale, que ce soit des élèves de première, de deuxième ou de troisième génération ou plus, ben, les garçons sont généralement plus nombreux à avoir redoublé une année scolaire, sont généralement plus nombreux à avoir une cote d'élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Ils sont aussi plus nombreux à avoir changé d'école. Et donc, ça serait surprenant que ça soit exclusivement expliqué par la mobilité des familles plus importante pour les garçons. Donc, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose là lié au profil des élèves, mais c'est la même chose pour tous les élèves. Et ils sont aussi plus nombreux à fréquenter la FGA, donc la formation générale des adultes. Donc, il n'y a pas nécessairement de différence à ce niveau-là. Pas, il n'y a pas nécessairement de différence. Je veux dire, les garçons sont plus nombreux dans ces catégories-là. Par contre, il n'y a pas de différence. Bon, l'arrivée en cours de scolarité secondaire, il n'y a pas de différence qui n'est pas surprenant, là. Et il n'y a pas de différence non plus par rapport aux mesures SASAF qui sont reçues. Donc, ça démontre que les élèves arrivent et ont des besoins, peu importe. Et il n'y a pas non plus de différence entre les garçons et les filles dans la participation des jeunes à des programmes particuliers, enrichis, etc. Puis c'est la même chose pour les premières, deuxième et troisième générations plus. Maintenant, pour ce qui est des mesures SASAF ou des mesures d'appoint, en fonction du moment d'arrivée, évidemment, je n'ai pas mis les élèves de troisième génération et plus aussi. Ben, pour ce qui est des élèves, il y a des élèves qui étaient présents déjà dans le réseau québécois secondaire, qui étaient présents en secondaire 1 et qui reçoivent quand même des SASAF ou des mesures de soutien d'appoint en francisation. Mais c'est sûr que la proportion d'élèves qui reçoivent ces mesures-là est beaucoup moins grande que pour les élèves qui arrivent en cours de scolarité secondaire, ce qui est quand même peu surprenant. Parce qu'évidemment, ben, il y a des élèves qui ont déjà reçu des mesures de soutien avant d'entrer au secondaire, mais il y a aussi le fait que euh, l'apprentissage d'une deuxième langue est généralement plus facile plus les enfants sont plus jeunes. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais donc, et ce qu'on voit aussi, c'est que ben, la plupart des élèves qui arrivent en cours de scolarité secondaire ben, se retrouvent dans des classes d'accueil, euh, alors qu'il y a quand même aussi une assez bonne proportion qui reçoivent des mesures d'appoint. Mais c'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est peut-être aussi le reflet des choix de centres de services scolaires. À Montréal, par exemple, il y a beaucoup les 3 centres de services scolaires francophones ont des classes d'accueil. Et ce sont des centres de services scolaires qui accueillent beaucoup de personnes, de jeunes immigrants et sous l'immigration. Donc, c'est sûr que ça peut aussi être, ces données-là peuvent être le reflet de ça. Pour ce qui est des deuxièmes générations, ben, j'ai quand même mis les proportions, mais qui sont très faibles. Mais là, j'ai mis les chiffres à côté pour vous montrer justement qu'on parle de petits nombres d'élèves qui reçoivent des mesures soit en classe d'accueil, en classe ordinaire ou des mesures d'appoint, mais il y en a quand même à la deuxième génération qui reçoivent ce type de service-là. Pour ce qui est des caractéristiques en lien avec les caractéristiques des écoles, ben, ce que vous voyez ici, c'est que ben, vous avez la proportion d'élèves qui sont scolarisés dans le secteur francophone versus le secteur anglophone. Peut-être un résultat qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'il y a quand même une proportion plus importante que pour les autres groupes d'élèves de deuxième génération qui sont scolarisés dans le secteur anglophone.
Vous avez 18% ici des élèves qui sont de deuxième génération qui sont scolarisés au secteur anglophone, alors que dans les autres groupes, on voit une proportion beaucoup moins importante. Maintenant, si vous comparez les réseaux, ben, en fait, ce que vous voyez essentiellement, c'est que, bon, pour les troisième générations ou plus, donc pour la majorité des élèves, ben, on trouve évidemment toujours dans tous les cas plus d'élèves au public que dans les écoles privées. Ce qu'on voit ici à la première génération, c'est qu'il y a un troisième, qu'il y a les écoles privées non subventionnées qui prennent une proportion un petit peu plus importante d'élèves aussi à la première génération. Puis, à la deuxième génération, ce qu'on voit, c'est que le taux d'élèves, la proportion d'élèves qui vont vers les écoles privées subventionnées est quand même vraiment plus grande que pour les élèves de première génération et de troisième génération et plus. Donc, on a quand même 10 de plus à la deuxième génération qui vont aller vers le secteur privé subventionné. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'IMSE, donc de l'indice de milieu socio-économique. Je vous disais que cet indice-là permettait de classifier les écoles en fonction du, du, du- du niveau de défavorisation. C'est basé sur différents indicateurs. C'est calculé par des indicateurs là, en fonction du quartier où est située l'école. Euh, et ce qu'on voit essentiellement dans ces données-là, c'est qu'évidemment, on a plus d'élèves de première et de deuxième génération, contrairement aux élèves de troisième génération et plus, qui se retrouvent dans des écoles à IMSE 8 et 10. Donc, plus l'IMSE est élevé, plus l'école est en milieu défavorisé. Donc, on a plus d'élèves et particulièrement à la première génération, mais aussi quand même à la deuxième génération par rapport à la troisième génération, plus qui se sont dans des écoles plus défavorisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les calculs d'IMSE, ça exclut les écoles privées parce qu'évidemment, ces écoles-là ne sont pas classifiées. Donc, si on parle ici exclusivement du réseau public, donc c'est important d'avoir ça en tête. Maintenant, pour ce qui est de la proportion d'élèves HDA, donc élèves HDA handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ce qu'on a fait ici essentiellement, c'est qu'on s'est dit, mais est-ce que dans les écoles où la proportion d'élèves qui ont de telles difficultés est supérieure à la moyenne provinciale, on trouve plus d'élèves d'un groupe ou l'autre? Et dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a plus d'élèves de troisième génération ou plus qui se retrouvent dans des écoles où la proportion d'élèves HDA est supérieure à la moyenne si on compare aux élèves de première et de deuxième génération ou plus. À l'inverse, mais ça, vous allez me dire, c'est absolument pas surprenant, mais on retrouve plus d'élèves issus de l'immigration dans des écoles où la proportion d'élèves issus de l'immigration est supérieure à la moyenne. Mais ça, ce que ça suggère, c'est quand même une certaine forme d'homogénéisation aussi, une certaine forme d'homogénéité dans certaines écoles, dans le sens où il y a quand même plus, il y a des écoles où on se retrouve avec des plus grandes proportions d'élèves issus de l'immigration, puis il y a peut-être une plus grande homogénéité à cet égard-là. Maintenant, en fonction des régions administratives, je ne vais pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais évidemment, bon, peu surprenant qu'à Montréal, ben, on retrouve plus que la moitié des élèves de première et de deuxième génération qui sont donc scolarisés à Montréal, dans les centres de services scolaires de Montréal ou dans les commissions scolaires anglophones aussi, parce qu'on a vu qu'il y en avait quand même qui se retrouvent dans les commissions scolaires anglophones. Il y a quand même aussi beaucoup d'élèves qui se retrouvent à Laval. Donc, à Laval, vous avez ici, surtout à la deuxième, un peu plus à la deuxième génération, mais à la première. Mais avant Laval, il y a aussi la Montérégie qui accueille une grande proportion d'élèves issus de l'immigration. Puis après ça, vous avez donc la répartition, mais tu sais, il y a quand même d'autres régions où il y a quand même des taux assez importants. Capitale-Nationale, entre autres, l'Outaouais également. Donc, vous avez les chiffres ici. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Pierre qui va maintenant vous faire un sondage. Oups, excusez-moi. Je ne sais pas si Oui, Marie-Pierre, tu oui. réapparais. Salut, je suis là. Oui. Oui. Merci Isabelle pour ce portrait éclairant des élèves issus de l'immigration qui sont dans les écoles du Québec.
Avant d'aller plus loin, on aimerait avoir vos impressions à l'aide d'un sondage. Celui-ci va être suivi d'une courte période de questions sur les données descriptives qui viennent d'être présentées. Donc, vous pouvez dès maintenant commencer à écrire vos questions dans le module questions-réponses. Puis, l'équipe va regarder ces questions, puis les poser à Isabelle. Donc, sans plus tarder, voici le petit quiz. Est-ce que le nouveau portrait de l'immigration reflète ce à quoi vous vous attendiez? Donc, oui, tout à fait, le portrait correspond à ce que je m'attendais. Partiellement, certains aspects concordent, d'autres moins. Non, le portrait diffère vraiment de ce à quoi je m'attendais. Puis, je n'avais pas réfléchi à cette question. Donc, je n'avais pas de constat précis en tête. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aller inscrire aussi dans le module discussion qu'est-ce qui vous surprend, pourquoi est-ce que c'est similaire à ce que vous vous attendez. Voilà, on a les réponses ici. Donc, on voit que 40% des répondants, ça correspond au portrait de ce qui s'attendait et 35% donc partiellement. Donc, c'est quand même 3% qui ont dit que le portrait diffère de ce à quoi ils s'attendaient. Donc, merci. Je vais voir maintenant, je me retourne. Donc, s'il y a des questions ici. Donc, on va prendre quelques questions pour celles et ceux qui souhaitent avoir des éclaircissements sur ce qui vient d'être ouvert. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions plus générales, on va pouvoir les garder aussi pour la seconde période de questions. Et j'ouvre le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons Julie Delorme qui demande vos données, par exemple, pour la langue maternelle et la langue d'usage. Est-ce qu'elles proviennent des documents remplis par les parents lors de l'inscription à l'école? D'où proviennent les données? En fait, oui, là, dans le sens où ce sont des données, comme ce sont les données ministérielles, ce sont les données là, qui sont complétées par les familles puis qui ensuite sont envoyées au ministère pour, avec toutes les informations relatives aux inscriptions, effectivement. Donc oui, ça provient des informations qui sont fournies par les familles au moment des inscriptions. Merci. Et merci beaucoup à Mathieu Sage d'avoir répondu à la question de Maude Beausoleil. On a aussi Julie de Rome qui demande, est-ce que toutes vos données touchent les élèves qui sont au secondaire? Avez-vous des données pour le primaire? En fait, dans le cadre de cette étude-là, c'était exclusivement, effectivement, les élèves qui sont scolarisés au secondaire. Donc, non, on n'a pas, dans le cadre de cette étude-là, les données pour le primaire. Non. Merci beaucoup. On aurait une dernière question, encore de Julie Delorme, qui demande EHDA, les élèves qui ont un code de difficulté, ou quelle est votre définition? C'est ça. Donc, les élèves HDA, oui, ce sont les élèves qui ont un code de difficulté. Il y a énormément de codes qui sont différents, là. Comme je disais tout à l'heure, il y a des élèves qui peuvent avoir un code pour des questions de difficultés comportementales, des questions de troubles d'apprentissage, des difficultés plus d'ordre émotionnel, des difficultés. Donc, il y a énormément de codes, mais oui, donc la définition d'élèves HDA, ce sont vraiment les élèves qui sont euh, identifiés dans les registres du ministère comme ayant un code de difficulté spécifique. Et donc, ça vient généralement avec des services supplémentaires qui sont attribués aux écoles là, pour pouvoir accompagner ces élèves-là. Donc, c'est pas les élèves qui, par exemple, pourraient présenter des difficultés, mais qui sont pas nécessairement identifiés là, de manière plus formelle dans le réseau. C'est vraiment des élèves qui sont identifiés de manière formelle dans le réseau comme ayant des difficultés. Je sais pas si ça répond à la question. On aurait une autre question aussi. Mais avant de donner la question, je soulignais qu'il y a quelqu'un qui a répondu aux interrogations sur le portrait, sur le sondage sur le portrait, qui indique que le portrait correspond à ce que je m'attendais et on peut dire qu'il reflète un peu les efforts faits par le gouvernement pour favoriser la régionalisation, pardon. Toutefois, on peut voir que les élèves de la troisième génération semblent retourner dans les grands centres.
Et je vais aussi poser une des questions qui restait. Quelqu'un demandait, vous avez séparé les élèves en première, deuxième, troisième génération. Est-ce que vous regardez aussi depuis combien d'années les élèves sont scolarisés au Québec? En fait, non, tu sais, nous, ce qu'on a, on n'a pas accès à l'information pour ce qui est de quand les élèves sont arrivés avant le secondaire. Mais c'est sûr qu'on a pu tenir compte quand on regardait la donnée pour les élèves arrivés en cours de scolarité secondaire. Donc, on était capable de savoir qui était là depuis, tu sais, qui était là de manière plus récente, évidemment. Mais dans les données qui nous ont été transmises pour cette étude-là, on n'avait pas accès aux élèves qui sont arrivés avant le secondaire. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande variabilité, puis même dans les études, on le voit très, très, très bien jusqu'à quel point, tu sais, il y a des élèves qui peuvent arriver quand ils sont, ben, il y a des enfants qui arrivent qui sont tout petits, ils sont bébés ou ils arrivent avant l'entrée à l'école, puis c'est sûr que le portrait de ces élèves-là souvent varie, puis ressemble souvent davantage à ce qu'on voit à la deuxième génération. Donc, évidemment qu'il y a une grande variabilité. Puis c'est un excellent commentaire parce que ça a un impact important, mais le ministère, de la façon que les données sont classifiées, ne permet pas nécessairement d'aller dans cette finesse-là, mais les recherches montrent que oui, il y a clairement quelque chose et qu'on peut souvent pas nécessairement considérer tous les élèves, par exemple, à la première génération comme étant un groupe homogène pour plein de raisons. C'est un excellent commentaire, mais non, les distinctions n'ont pas été faites spécifiquement dans cette étude-là. Merci beaucoup. On a aussi Sophie Gascon qui soulignait au tout début du portrait, euh, elle dit que nous avons aussi des élèves qui proviennent des territoires du Nord ou des autres provinces, même des élèves qui sont nés ici, mais qui n'ont pas le français comme langue. Donc, autre que les jeunes issus de l'immigration, il y a aussi Ouais. des jeunes Ben, dans on cette a vu, catégorie. c'est ça, dans les données, là, j'ai pas nécessairement tout mis, mais oui, il y a quand même des élèves là, qui, on le voyait dans les mesures, tu sais, les services SASAF, qu'il y a des élèves à la deuxième puis à la troisième, même troisième génération, des fois qui reçoivent des mesures SASAF, du fait que ce sont des élèves justement qui, oui, sont nés ici, dont les parents sont nés ici, mais effectivement, qui n'ont pas nécessairement le français comme langue maternelle ou d'usage. Fait qu'effectivement, c'est une réalité aussi. Merci beaucoup. On a écoulé toutes les questions qu'on avait reçues pour cette période. Parfait. Merci pour vos questions. Puis merci Isabelle aussi, cette belle capacité toujours à vulgariser puis à nous aider à comprendre ces données-là. Puis après ça, pour pouvoir mieux les comprendre pour mieux agir ensuite. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer au prochain segment de la présentation, donc qui consiste sur les données de la diplomation. Donc, Isabelle, le micro est à toi pour la suite. Puis, n'hésitez pas encore une fois, là, les participants, à indiquer vos questions tout au long de la présentation dans la question-réponse et dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir alimenter la suite des échanges. Isabelle, je te laisse le micro. Oui, parfait. Merci. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, là, je vais vous présenter les données de la diplomation. Je pense que ce qui est très important, par contre, de préciser avant de présenter ces données-là, c'est que la façon que les calculs, les taux de diplomation ou de non-diplomation sont faits dans les données ministérielles au Québec, c'est en fait, quand les taux sont calculés, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce que l'élève a un diplôme et s'il n'y a pas de diplôme, est-ce qu'il est encore inscrit dans le système scolaire, que ce soit au secteur jeune ou au secteur adulte. Donc, un élève qui n'est pas inscrit dans le système scolaire québécois et qui n'est pas à un ou l'autre des secteurs et qui n'a pas reçu de diplôme va être considéré comme non diplômé. Mais c'est sûr que ça, c'est un enjeu dans la mesure où un élève pourrait avoir quitté la province ou le pays et être considéré comme un décrocheur, alors que c'est pas nécessairement un élève qui est décrocheur. Donc, c'est sûr que c'est un biais dont il faut tenir compte quand on interprète les données et c'est évidemment un biais qui touche davantage les élèves issus de l'immigration, mais encore plus les élèves de première génération parce qu'on sait que
à la première génération, il y a une plus grande mobilité des familles. Donc, c'est sûr que les taux que je vais vous présenter, on doit garder en tête cette réalité-là. Donc, pour ce qui est de la diplomation après 7 ans, donc si on fait juste regarder de manière générale la diplomation après 7 ans, pourquoi on a pris après 7 ans? C'est parce que si on prend les données après 5 ans, de façon générale, c'est bien démontré que ça désavantage beaucoup les élèves si l'immigration est particulièrement la première génération, justement parce que ce sont des élèves qui, dans plusieurs cas, peuvent avoir des retards dans leur parcours scolaire en raison, par exemple, du fait que ce sont des élèves allophones qui peuvent recevoir des services, etc., mais pour d'autres raisons également. Donc, souvent, quand on s'intéresse à la diplomation et la qualification des élèves de ce groupe-là, on s'y intéresse après 7 ans. Et ce que les données nous montrent essentiellement, c'est que pour les taux d'obtention d'un diplôme, ben, le groupe qui a un taux d'obtention d'un diplôme qui est le plus élevé, c'est les élèves de deuxième génération, suivi des élèves de troisième génération ou plus, puis la proportion est plus faible à la première génération. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ben, il y a le fait aussi que dans ces données-là, il peut y avoir des départs à de la province qui ne sont pas considérés. Mais il y a aussi le fait qu'à la première génération, notamment probablement en raison des parcours qui peuvent être plus longs, ben, on a quand même des élèves qui peuvent être inscrits, qui sont encore inscrits dans le système, comme dans les autres groupes d'ailleurs, là, qui sont encore inscrits dans le système après 8 ans, même 9 ans. Donc, qui sont encore en train de poursuivre leur parcours, ou des élèves qui vont poursuivre à la formation générale des adultes. C'est sûr que, il y a 9,4 de ces élèves-là là, qui vont poursuivre à la formation générale des adultes, mais c'est quand même des taux qui ressemblent à ce qu'on voit à la troisième génération ou plus, un peu moins pour les élèves de deuxième génération. Maintenant, pour ce qu'on voit dans les différences garçons-filles, ben, c'est un peu le reflet de ce que je vous présentais tout à l'heure. De façon générale, les taux de diplomation, on voit ça de manière assez claire euh, au Québec, mais dans plusieurs sociétés aussi. Des taux plus importants de diplomation chez les filles contrairement aux garçons. Puis quand même, là, quand on regarde l'écart, c'est quand même assez important. Euh, on voit les mêmes tendances chez les élèves issus de l'immigration. Donc, vous avez ici là, des tendances qui sont similaires. On est toujours autour de 10. Ça varie un peu. Là, à la première génération, l'écart est un petit peu moins grand. Mais ça reste que on a toujours des écarts d'à peu près. Ici, on a presque 12%. Ici, on a 10%. Ici, on a plus autour de 8%. Mais vous avez donc toujours ces écarts-là. Et par le fait même, ben, des différences au niveau des proportions d'élèves qui n'ont aucun diplôme. Donc, on se retrouve avec davantage de garçons qui n'ont aucun diplôme, donc à tous les niveaux. Mais c'est sûr qu'encore une fois, là, à la première génération, c'est un peu plus élevé, mais ça reflète les taux de diplomation plus généraux. Maintenant, pour ce qui est d'arriver en... Tout à l'heure, il y avait une question par rapport au fait d'être arrivé en cours de scolarité ou depuis combien de temps les gens sont arrivés, les jeunes sont arrivés. Bien, c'est sûr qu'on voit des différences assez importantes pour les élèves qui sont arrivés en cours de scolarité secondaire versus les élèves qui sont arrivés en secondaire 1. Donc, pour les élèves qui sont arrivés en secondaire 1, bien, les taux de diplomation sont plus élevés, toujours plus élevés à la deuxième génération par rapport aux autres groupes. Euh, pour ce qui est des élèves qui arrivent en cours de scolarité, bien, les taux sont nettement plus faibles. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans les données que je vous ai présentées tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'élèves de troisième génération et plus qui arrivent en cours de scolarité, mais il y en a. Fait que c'est sûr que c'est des élèves qui ont des caractéristiques assez particulières. Les taux de diplomation sont très faibles, mais c'est des profils probablement très particuliers aussi. Là, on parle vraiment de petits nombres. Pour la deuxième génération aussi, les élèves arrivés en cours de scolarité, c'est des élèves qui sont nés ici. Donc, c'est sûr qu'on parle de tout petits chiffres. Mais à la première génération, ben, il y a quand même un grand écart entre les élèves
qui étaient présents en secondaire 1, puis ceux qui arrivent en cours de scolarité secondaire au niveau des taux de diplomation. Ici, on est rendu à 49 versus 74 là. Donc, à tous les groupes, ça semble avoir un certain impact, mais évidemment, il faut prendre avec prudence pour les troisième générations et plus et les deuxième générations parce qu'on parle probablement de populations très, très, très spécifiques. Euh, pour ce qui est des élèves HDAA, ben, ce qu'on voit aussi, c'est des taux de diplomation vraiment plus faibles. À la troisième génération plus, on le voit déjà, là. Tu sais, même pour les élèves nés ici, dont les parents sont nés ici, ben, quand ce sont des élèves qui ont une cote de difficulté, ben, les taux d'obtention d'un diplôme après 7 ans sont vraiment plus faibles. On parle de 26 comparativement à 77 et de non-diplomation. Alors que on retrouve là, les mêmes difficultés pour la première et la deuxième génération, mais à la deuxième génération, il y a comme quand même un petit peu plus d'élèves qui vont obtenir un diplôme malgré le fait qu'ils aient une cote de difficulté. Les chiffres ici, ce sont des chiffres qui nous présentent quelle est la proportion d'élèves de ces différents groupes-là qui ont des codes de difficulté. Fait qu'à la troisième génération, je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y en a à peu près 5 qui avaient des codes de difficulté. À la première génération, il y en a moins, puis à la deuxième, c'est 4,5 Fait qu'on ne parle pas de grande proportion d'élèves, mais ça reste quand même que c'est des élèves qui ont des besoins particuliers. Et on se retrouve avec des élèves qui, au niveau des taux de non-diplomation, ben, il y a quelque chose d'assez inquiétant pour tout le monde, mais encore peut-être moins pour les deuxièmes, mais quand même vraiment inquiétant pour tout le monde. Maintenant, quand on parle des élèves qui ont reçu des mesures de soutien à l'apprentissage du français ou des mesures d'appoint, ben d'abord, ici, pour ceux qui ont reçu, là, j'ai évidemment juste présenté pour les élèves de première et de deuxième génération, tout en rappelant que pour les deuxièmes générations, ceux qui reçoivent des mesures de soutien sont des proportions très faibles, hein. Donc, en classe d'accueil, il y en a juste 0,6 en classe ordinaire, à la deuxième génération, juste 3,5 puis des mesures d'appoint, 1,4 On parle de pas beaucoup d'élèves de deuxième génération qui reçoivent des mesures SASAF. Mais évidemment, ce qu'on voit clairement, c'est que quand les élèves reçoivent des mesures SASAF, aucune mesure SASAF ou des mesures SASAF en classe ordinaire ou en des mesures d'appoint, les taux de diplomation sont relativement équivalents, là. Pour les soutiens d'appoint, c'est un petit peu plus faible, par exemple, à la deuxième génération, mais encore une fois, on ne parle pas beaucoup d'élèves. Par contre, pour les élèves qui reçoivent des mesures SASAF, en classe d'accueil, les taux de diplomation après 7 ans sont vraiment plus faibles. Maintenant, je veux toutefois vraiment insister sur le fait qu'il faut interpréter ces données-là avec grande prudence, dans la mesure où il est fort probable, parce que là, on ne parle pas de cause à effet, donc on n'est pas en train de dire que le fait d'être dans une classe d'accueil fait en sorte que tu diplômes moins. Il est fort probable que les élèves qui sont en classe d'accueil sont des élèves qui ont des profils particuliers avec des besoins particuliers. Il y a des spécificités régionales aussi dont il faut tenir compte parce que il y a plus de classes d'accueil, entre autres, dans certaines régions que d'autres. À Montréal, notamment, où il y a une plus grande proportion d'élèves immigrants, d'issus d'immigration qui sont accueillis. Donc, le deuxième volet de notre étude va probablement nous aider à un peu mieux comprendre ce qui se passe là, mais évidemment, mais ce qu'on voit quand même de manière descriptive, c'est que les élèves qui sont en accueil, ce sont des élèves qui, après 7 ans, ont des taux de diplomation qui sont quand même vraiment plus faibles que les autres groupes et des taux de non-diplomation par le fait même qui sont plus élevés, mais donc à interpréter avec grande prudence. Maintenant, pour ce qui est des changements d'école, ben, ce qu'on voit en fait, c'est que je vous avais présenté tout à l'heure dans les données qu'il y avait à peu près 35 d'élèves dans chacun des groupes qui, en cours de scolarité secondaire, changeaient d'école. Ce qu'on voit, c'est que
à la troisième génération ou plus ou à la deuxième génération, le fait de changer d'école est associé à des taux de diplomation qui sont plus faibles. Donc, il y a quand même des écarts là, ici à la deuxième génération d'à peu près 15 à la troisième génération ou plus, c'est presque 20 alors que pour les élèves de première génération, les changements d'école ne sont pas associés à des écarts aussi importants. Probablement que les raisons qui expliquent ces changements-là sont différents aussi. Il est assez fréquent à la première génération, entre autres pour les élèves qui vont aller dans des classes d'accueil ou même dans des classes qui vont, par exemple, euh, qui vont arriver au pays, qui vont aller dans un, dans une école, puis qui éventuellement, pour des raisons de mobilité sociale de la famille ou autres, qui vont éventuellement changer de quartier, changer d'école. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que les changements d'école pour les élèves de première génération, on voit que ça ne semble pas jouer au niveau des taux. Puis encore une fois, on ne parle pas de cause à effet, là, on fait juste faire des constats. Mais pour les deuxième et troisième générations et plus, ben, ça semble être associé à des taux de diplomation moindres. Donc, probablement que les raisons sous-jacentes à cette mobilité-là ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est des réseaux, donc si on compare les réseaux publics, privés, privés non subventionnés, ben, ce qu'on voit essentiellement, c'est que dans le réseau public, euh, on a évidemment des taux de diplomation globalement qui sont moindres que dans le réseau privé. Là. Vous avez ici donc des écarts de presque 20-25 %. C'est quand même des très, très, très grandes différences. Puis pour tout le monde, il y a des très grandes différences. Mais évidemment, on voit des moins grandes différences à la première génération que pour les autres groupes. Donc, les écarts au niveau des taux de diplomation à la première génération entre le réseau public et... non, c'est pas vrai. On voit des plus grandes différences, excusez-moi. Là, donc, entre les réseaux, on voit quand même des écarts. Euh, Sinon, ben, c'est ça. À titre de rappel, à la deuxième génération, on voit un peu plus, il y avait plus d'élèves quand même à la deuxième génération qui se retrouvent avec des taux qui se retrouvaient dans le réseau privé subventionné. Puis finalement, ben, dans le réseau privé non subventionné, c'est sûr que c'est une proportion qui est assez faible d'élèves. À la première génération, c'est un peu plus, mais c'est sûr que les taux de diplomation sont vraiment moins grands. Mais c'est sûr que c'est probablement des clientèles particulières aussi qui se retrouvent dans ces réseaux-là. Donc, en gros, c'est sûr que l'écart est beaucoup plus grand à la première génération entre les élèves des réseaux publics et privés. Puis, de façon générale, là, dans les réseaux privés non subventionnés puis publics, pour les élèves de troisième génération, c'est à peu près la même chose, mais pour les autres élèves, là, on voit vraiment des grands écarts entre les réseaux. Pour ce qui est de l'indice de milieu socio-économique des écoles, donc dans les écoles plus favorisées, bien évidemment, de manière peu surprenante, les taux de diplomation sont plus élevés que dans les milieux plus défavorisés. Euh, mais dans tous les cas, les taux sont plus élevés à la deuxième génération que pour les autres groupes, mais ça reflète la tendance générale. Mais donc, on se retrouve avec des écarts là, en fonction des milieux fréquentés, même dans le réseau public. Pour ce qui est de la langue de francisation, de scolarisation, pardon, ce qu'on voit, c'est que les taux de diplomation sont significativement plus élevés chez les élèves de première génération dans le réseau francophone que dans le réseau anglophone. C'est sûr qu'il faut garder en tête que dans le réseau anglophone, c'est pas des grandes proportions d'élèves qui sont de première génération, mais il y en a quand même. Puis à la deuxième génération, vous vous souvenez aussi, il y en avait quand même, là, presque 18 %. Donc, on- il n'y a pas de différence entre les réseaux à la deuxième. Il n'y a pas une très grande différence à la troisième. Il y a quand même un écart de 10 à la première, mais ça reste que ce n'est pas des grandes proportions d'élèves de première génération qui se retrouvent dans le réseau anglophone, mais il y en a quand même. Maintenant, pour terminer avec cette pluie de données, là, on a décidé de laisser faire les tableaux parce que c'était assez intense, mais on a aussi regardé au niveau des épreuves, des résultats aux épreuves uniques. Puis en fait, ce que les résultats nous montrent, c'est que pour les résultats aux épreuves uniques,
c'est les élèves de première génération qui ont des résultats les plus élevés en mathématiques, sciences, histoire. Alors que pour les épreuves de langue, que ce soit langue anglais, langue d'enseignement ou langue seconde, ça, c'est les élèves de deuxième génération qui ont les meilleurs résultats. Et pour le français, ben, que ce soit langue d'enseignement ou seconde, ce sont les élèves de troisième génération ou plus. Vous allez peut-être trouver ça surprenant ici que ce sont les élèves de première génération qui sont avantagés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves qui participent aux épreuves uniques, c'est nécessairement les élèves qui sont encore dans le réseau. Donc, il y a quand même, on ne parle pas nécessairement des mêmes élèves globalement que, euh, que les élèves quand on regarde les taux de diplomation. Donc, c'est parmi les élèves de première génération qui persévèrent dans le réseau, ben, on voit qu'il y a quand même un avantage. C'est pour ça que les taux de diplomation de ce groupe-là, il faut quand même faire attention euh, aux conclusions qu'on en tire. Maintenant, pour ce qui est des élèves qui ont reçu des mesures de soutien à l'apprentissage du français, bien, il n'y a aucune différence entre les élèves qui ont fréquenté l'accueil ou qui ont reçu des mesures d'appoint. Euh, donc, mais les élèves qui ont reçu du soutien linguistique en classe ordinaire, de façon générale, présentent des meilleurs résultats dans l'ensemble des épreuves uniques. Donc, mathématiques, sciences, histoire, anglais, français, etc. Mais encore une fois, il faut revenir à l'idée que peut-être que les clientèles ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, il y a ça soulève plusieurs questions auxquelles il ne faut pas faire nécessairement des conclusions hâtives, là. Donc, pour conclure, en fait, parce qu'après ça, on va se garder du temps pour échanger. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, oui, les taux de diplomation des élèves de première génération sont plus faibles que pour les deuxièmes, pour les troisièmes. Par contre, je réitère ce que je viens de vous présenter à l'instant, c'est-à-dire que pour les élèves qui persévèrent dans le réseau, alors, c'est des élèves qui peuvent réussir très bien aux épreuves uniques de fin de secondaire. Pour les élèves, mais c'est quand même les élèves de deuxième génération là, qui ont les taux de diplomation les plus élevés, même plus élevés que les élèves de troisième génération et plus. Maintenant, si on revient à la fameuse étude de Marie McAndrew qui avait été faite dans les années 99-2000, ben dans le fond, c'est sûr que là, nous, au début, on se dit on va comparer les taux de diplomation au secteur francophone entre ces différents groupes-là. Euh, mais l'enjeu, c'est que la façon de calculer les taux de diplomation au Québec a changé depuis le temps. Donc là, vous voyez des chiffres. Les chiffres en noir, ce sont les chiffres du rapport de Marie McAndrew. Les chiffres en vert, ce sont les chiffres de notre rapport à nous. Et là, vous allez dire, les bons sont faramineux. Les bons sont faramineux, effectivement, parce qu'à un moment, le calcul a changé, puis que les taux de diplomation ont augmenté pour tout le monde de manière importante à cause du changement dans la façon de calculer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de comparer la situation, parce que si vous comparez les chiffres, ben, ce qu'on voit, c'est que les écarts entre les taux qui avaient été calculés en 98-2000 et les taux qui ont été calculés là, parce que les taux de diplomation ont été calculés jusqu'en 2021, ben, l'écart est beaucoup plus grand pour les élèves de première et deuxième génération que pour les élèves de troisième génération. Ça veut dire que globalement, les écarts sont à l'avantage des élèves issus de l'immigration. Ça veut dire que leurs taux de diplomation se sont davantage améliorés globalement, même si on ne peut pas comparer les chiffres comme tels puis les proportions comme telles. L'amélioration reste qu'elle est plus grande pour les élèves issus de l'immigration. Donc, on pourrait penser, même si encore une fois, on ne peut pas faire de lien cause à effet, mais on pourrait soulever l'hypothèse qu'il s'est passé quelque chose et potentiellement que les mesures de soutien qui sont mises en place dans les centres de services scolaires, et puis là, je parle de centres de services, mais je sais qu'il y a des organisations communautaires qui travaillent très fort aussi. Il y a plein de ressources qui ne sont pas spécifiques aux écoles, là, aussi, qui travaillent très fort dans l'accueil, le soutien de ces élèves-là, de ces jeunes-là. Mais donc, il pourrait y avoir un effet de ça. Mais évidemment, on ne parle pas des mêmes cohortes. On ne peut pas dire que c'est nécessairement les mêmes réalités. Mais on pourrait aussi penser qu'il y a quand même un effet de l'accompagnement qui reflète des écarts à l'avantage des élèves issus de migration.
Donc, en gros, ce que nos résultats nous disent, c'est que ben, il y a quand même, au-delà du fait que les élèves sur l'immigration s'en sortent très bien, parce que je pense qu'on peut quand même conclure ça de ces résultats-là. C'est sûr qu'il y a des sous-groupes qui présentent plus de difficultés, puis ça, c'est pas si différent que ça de ce qu'on observait dans les données de Marie McAndrew. C'est pour ça que même si ce sont des données qui sont pré-pandémiques, il serait très surprenant que la situation post-pandémique globale qui est décrite ici ait complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont quand même encore à risque plus important, dont les garçons, les élèves qui sont arrivés après la première secondaire, les élèves HDA, ceux qui ont redoublé, les élèves qui ont fréquenté l'accueil, une école publique, une école privée non subventionnée ou des écoles de milieux défavorisés. Puis ça, ce sont des constats qui ressemblent beaucoup à ce qui avait été établi il y a 15 ans. Donc, probablement que ces constats généraux-là sont relativement similaires actuellement. Il y avait aussi des différences qui ont été observées dans les taux de diplomation en fonction de la région d'origine, mais même si je ne les ai pas abordés ici. Pour ce qui est des élèves de deuxième génération, on voyait globalement que ce sont des élèves qui s'en sortent mieux que les autres au niveau des taux de diplomation, mais il y a quand même des sous-groupes qui présentent plus de difficultés. Puis encore, c'est un peu les mêmes caractéristiques. Donc, des élèves HDA qui ont redoublé, qui ont changé d'école, des élèves qui sont arrivés en cours de scolarité secondaire, même si c'est une très petite proportion, il y en a. Des élèves qui ont fréquenté l'accueil, c'est une très, très, très petite proportion, mais il y en a. Il y a des différences entre les écoles privées et publiques encore, et on sait qu'à la deuxième génération, il y a quand même plus d'élèves qui vont vers le privé, pardon, à la deuxième, et les élèves de milieux défavorisés. Et encore une fois, ben, il y a aussi des différences en fonction de la région d'origine. Donc, pour la suite de l'étude, de ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ces facteurs-là jouent, puis quels sont les facteurs qui ont le plus grand poids. Donc, en essayant de se dire, mais toute chose étant égale par ailleurs, quel est le poids d'un facteur plus qu'un autre? Est-ce que, par exemple, ça pèse plus lourd d'être dans un secteur, dans un milieu favorisé, défavorisé versus une autre caractéristique des écoles, par exemple? Fait que c'est vraiment ça qu'on est en train de travailler actuellement. Donc, je vous remercie. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais céder la parole à Marie-Pierre. Merci Isabelle pour cette présentation-là. Puis c'était super intéressant. Puis tu mets bien la table aussi sur la suite. Là, avec grand intérêt, on va attendre la suite de tout ça. Donc, ça va être dans le temps de solliciter à nouveau la participation des participants. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans le fil de discussion. Je vais laisser l'équipe qui gère cette partie-là organiser tout ça. Puis moi, j'ai quelques questions là, d'emblée à vous poser, puis à te poser, Isabelle. Puis j'invite aussi les participants, si vous avez des réactions, c'est pas juste des questions, mais des réactions que ça vous suscite, à les indiquer dans le module de discussion. Donc, tu en as parlé quand même assez, faire une étude, une comparaison ou une réflexion par rapport à l'étude de Marie McKendrew. Est-ce que tu avais d'autres éléments qui retenaient ton attention entre ces 15 ans qui se sont passés là, entre cette étude-là puis celle-ci que tu viens de mener? Ben, en fait, je pense que pour l'instant, parce qu'évidemment, on n'a pas tout terminé, parce que l'étude de Marie McAndrew, elle a aussi fait le deuxième volet là, que nous, on est en train de réaliser. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir creuser davantage cette réflexion-là à ce moment-là. Mais c'est sûr que tu sais, ce qu'on voit essentiellement, c'est que les jeunes qui étaient plus à risque de présenter des difficultés jadis sont quand même, ont des profils similaires à aujourd'hui. Donc, si on avait à réfléchir à des mesures préventives, tu sais, ce sont encore les jeunes qui présentent les mêmes caractéristiques qui devraient être ciblés en priorité. Ceci dit, je pense que le résultat le plus intéressant, c'est ce que j'ai présenté à la fin, c'est-à-dire que globalement, la situation des élèves d'immigration s'est améliorée. Ouais. Donc, malgré les discours actuels par rapport à ces jeunes-là et aux populations immigrantes de manière plus large, qui sont plutôt négatifs, malheureusement, ben, ce qu'on voit, nous, dans les données, puis je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir, c'est que ce sont des jeunes qui, de façon générale, fonctionnent bien, vont très bien, Il y a et un progrès. qu'il y a un progrès. Donc, il y a un progrès, ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont mises en place dans les milieux qui probablement contribuent à ce progrès-là. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de cette réflexion-là. Mais
Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses là, qu'il faut continuer à creuser. Oui, ouais, puis ça, c'est intéressant. Tu sais, puis, tu vas travailler là-dedans, puis aussi dans d'autres études, effectivement, j'ai aimé le fait que tu l'as amené. Tu sais, il y a eu effectivement des beaux progrès, puis c'était grâce à des actions qui ont été prises dans le milieu scolaire, mais aussi tout le filet de partenaires puis communautaires autour de ces jeunes-là qui fait qu'effectivement, mais c'est encourageant de voir qu'il y a des progrès qui ont été faits au fil des années. Est-ce qu'il y a d'autres résultats qui mériteraient, selon toi, une attention particulière? Ben, c'est sûr que pour moi, un des résultats, parce que là, encore une fois, dans un portrait descriptif, c'est difficile, mais c'est sûr que pour moi, c'est questionnant de voir que la proportion d'élèves issus d'immigration dans les programmes enrichis soit vraiment plus faible. Je serais vraiment intriguée de comprendre mieux pourquoi, puis de voir comment on pourrait mettre en place des stratégies pour que ça soit pas le cas. D'autant plus que, tu sais, bon, parfois, il y a quand même une bonne proportion d'élèves de première génération qui arrivent, qui maîtrisent bien le français. Puis on voit que ces élèves-là, aux épreuves uniques, ils réussissent très bien. Donc, normalement, c'est des élèves qui devraient très bien fonctionner dans les programmes enrichis. Puis à la deuxième génération, les taux de diplomation sont très élevés. Donc, ce sont des élèves qui aussi devraient très Mm. bien fonctionner dans les programmes enrichis. Donc, pourquoi ils sont sous-représentés, c'est une question peut-être qu'il faudrait qu'on se pose. Fait que ça, c'est sûr que c'est un résultat qui est quand même intéressant ou en tout cas qui pas intéressant, mais dans le sens questionnant. Puis je pense qu'il faudrait quand même s'y attarder. C'est sûr que la question des classes d'accueil, c'est une question qu'il va falloir continuer à creuser parce que il va falloir voir qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que tu sais, je veux juste réitérer le fait qu'en ce moment, les résultats ne nous permettent vraiment pas de dire que le fait d'avoir des classes d'accueil ou un modèle de classe d'accueil euh, pose problème. C'est vraiment pas sûr que ça suggère, mais je pense que ça aussi, c'est un résultat, je pense, qu'il va quand même falloir continuer à creuser parce que c'est quand même quelque chose d'important à réfléchir. Donc, ce sont. Puis évidemment, ben, c'est toutes les disparités qui existent entre le secteur privé-public. Je pense qu'il y a des choses aussi là, à creuser à cet égard-là, mais je dirais que c'est essentiellement ça. OK. Merci. Merci. À suivre, donc, vraiment avec grand intérêt. Puis, finalement, la dernière chose que j'aimerais ça aborder avec toi, c'est, tu sais, on note parfois actuellement dans le discours une certaine polarisation du discours sur le sujet des nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a quelque chose, d'après toi, qu'est-ce qui est important de se rappeler dans tout ça? Ben, en fait, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est sûr que là, l'étude actuelle nous montre pas ça, mais je pense qu'il y a ce que l'étude actuelle nous montre, c'est que globalement, le portrait est très positif. Fait que je pense qu'il faut qu'on se souvienne du fait que c'est très, très, très positif. Puis après ça, ben, même s'il y a des élèves qui présentent des difficultés, les élèves qui présentent des difficultés ont des caractéristiques similaires aux élèves de troisième génération ou plus. Donc, tu sais, donc, je pense que ce que ça suggère, c'est peut-être de réfléchir aux stratégies, tu sais, au fonctionnement du système pour essayer de diminuer ces inégalités-là et de réduire ces disparités-là et de soutenir les élèves qui présentent plus de difficultés. Mais globalement, je pense que essentiellement, le portrait est positif. Je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ça et de voir que la situation s'est améliorée. Donc, on peut faire des choses pour contribuer à ces améliorations-là, puis on devrait continuer à le faire. Mais pour tous les élèves. Donc, pour tous les élèves. Puis Ouais. la bonne nouvelle, c'est que les stratégies, oui, doivent être adaptées, mais en même temps, il y a des besoins qui se retrouvent plus présents dans certains milieux qui touchent à la fois les troisième générations et plus et les élèves immigrants. Donc, comment on peut soutenir le réseau à tout égard pour la réussite de tous les élèves? Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on se souvienne, mais que les élèves issus de l'immigration contribue pas actuellement à, à diminuer les taux de diplomation du réseau, au contraire. Donc, je pense qu'il faut se souvenir de ça. Merci, c'est vraiment enrichissant. Donc, avant de passer à la période de questions, donc, ben, j'aurais une autre question pour les participants. Vous pouvez inscrire s'il y a des angles morts ou des éléments de l'étude présentés que vous aimeriez approfondir. Donc, vous pouvez inscrire ça dans le module de discussion. Ça va nous permettre aussi de réfléchir de notre côté pour la suite par rapport à tout ça.
Et là, je laisse l'équipe des questions, donc les experts questions, prendre le relais pour poser des questions à Isabelle. Oui, donc j'ai Huidong Kao qui demande comment est-ce qu'on peut classer les élèves qui changent du réseau public au réseau privé? Je sais pas si je comprends bien la question, mais c'est sûr que nous, dans le fond, en fait, si je comprends bien, parce que vous avez raison, là, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, parce que nous, on avait les données pendant toutes les années. Donc, on avait les données de fréquentation d'un réseau ou d'un autre à chaque année. Et on a dû faire des choix parce qu'effectivement, il y a des changements de réseau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la donnée la plus récente qu'on avait. Donc, oui, il y a des élèves assurément dans les données, par exemple, sur le système, tu sais, dans le réseau privé, qui sont des élèves qui allaient au public avant, mais qui, en cours de scolarité, ont changé de réseau. Et nous, dans les statistiques qu'ils ont présentées, on a pris les données les plus récentes. Parce que comme c'est les données qui sont les plus proches de la diplomation, mais oui, assurément qu'il y a des élèves là-dedans qui ont peut-être été scolarisés. En fait, c'est une question de recherche en soi, là. Ça, on pourrait vraiment creuser davantage cet aspect-là, mais c'est sûr qu'il y a des élèves qui, dans ça, ont été scolarisés peut-être une très grande partie au public et qui, vers la fin, ont été scolarisés au secteur privé, qui, dans les données, sont considérés au secteur privé. Euh, c'est sûr que c'est une, une sensibilité ou des détails qu'on n'a pas dans ce que je vous présente, mais et qui ont certainement joué. Donc, probablement que dans les taux de réussite qu'on voit là, il y a une partie qui appartient au secteur, par exemple, public, qu'on ne voit pas parce que les élèves ont finalement changé vers le secteur privé, notamment. Mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, il y a des gens qui se demandaient, qui avaient des questions sur le statut de génération. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les élèves de troisième génération qui arrivent en cours d'année, euh, s'ils sont en deuxième, troisième génération, pourquoi est-ce qu'ils arrivent en cours d'année? Puis est-ce qu'on parle de jeunes qui arrivent de leur pays d'origine ou hors du Québec? Ben, ça, c'est une grande question. Puis probablement que dans ce groupe-là, il y a une grande hétérogénéité. Tu sais, il y a probablement des élèves qui sont. Parce que je rappelle que la troisième génération et plus, c'est toutes, tous les autres élèves donc, qui sont nés ici, dont les parents sont nés ici, que ce soit qui sont présents au Québec depuis 10 générations ou deux. Tu sais. Donc, c'est sûr que, ou trois plutôt, là, mais donc, c'est sûr qu'il y a une très grande hétérogénéité dans ce groupe-là. Potentiellement que dans ces familles-là, il y a des gens qui sont, dont les grands-parents, par exemple, étaient issus de l'immigration, qui sont peut-être retournés dans leur pays d'origine, qui sont revenus. Mais il y a sûrement beaucoup d'autres cas de figure également. Mais donc, ça se peut dans le fond, nous, c'est ce qui est calculé, c'est la présence dans le système scolaire québécois. Donc, il y a probablement des gens qui, pour différentes raisons, peuvent aller à l'extérieur dans d'autres pays pour être scolarisés, puis qu'après ça reviennent au pays. Mais c'est sûr que c'est une excellente question, là. Il y a probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité dans ce groupe-là. Merci beaucoup. On a aussi Madame Maggie Planté qui demandait si vous alliez faire une analyse des élèves immigrants qui vivent dans des régions frontalières comme Gatineau, Ottawa, qui ne graduent pas au Québec, mais qui vont se qualifier en Ontario. Est-ce que vous avez tenu compte du nombre de diplômés dans votre étude? Ben, en fait, on peut pas le faire du fait que les données du ministère, comme je vous l'ai dit, tiennent compte de la scolarisation au Québec. Fait que c'est sûr que pour les jeunes qui sont scolarisés une partie au Québec, puis qu'après ça changent de province ou qui finissent leur scolarisation à l'extérieur de la province parce qu'ils vont en Ontario, ben non, c'est sûr que ces données-là, il y a un biais. Mais ça, c'est les données de système. Fait que, tu sais, l'avantage de ce que je vous ai présenté, c'est que c'est des données populationnelles avec un très, très, très grand nombre de jeunes. Mais c'est sûr que le désavantage de ça, c'est comme c'est des données de système, on ne peut pas avoir accès à toutes les spécificités. Puis probablement que oui, dans les régions comme plus frontalières, il y a des enjeux
de mobilité, des questions de mobilité qui font qu'il y a des jeunes qui peuvent commencer au Québec, leur scolarisation, puis après ça, juste traverser à quelques minutes de l'autre côté, puis que ça change un peu le portrait. Ceci dit, sur le nombre d'élèves qu'on a, bien évidemment, je ne suis pas sûre que ça changerait énormément les statistiques, mais peut-être que dans des régions spécifiques, ça ferait bouger un peu quand même, là. Fait que c'est une excellente réflexion. Et merci beaucoup. On a Vanessa Caraman-Firmin qui demande ce que vous entendez par rapport aux avantages aux épreuves uniques. Est-ce que vous voulez dire qu'ils obtiennent de meilleurs résultats que les autres générations? Dans quelle proportion? Euh, oups, Oui, dans en quelle... fait, oui, Ah, c'est ça. vas-y, Isabelle, je te laisse Ben, en répondre. fait, oui, c'est ça. L'idée d'avantage, c'est que ce sont des élèves qui ont des meilleurs taux de réussite. C'est pas des écarts qui sont si grands que ça, parce que dans le fond, de la façon que ça a été calculé, je ne sais pas si ça va être présenté dans le dossier, probablement que ça va être présenté dans le dossier thématique, mais que Réseau Réussite Montréal va vous donner, mais tous les tableaux que je vous ai présentés, mais beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui, on a fait un choix, là. Mais donc, les tableaux concernant les résultats aux épreuves uniques sont présentés dans le rapport global de l'étude. Puis, dans le rapport global de l'étude, ce qu'on présente, c'est les moyennes obtenues par les élèves aux épreuves uniques. Puis vous allez voir que les différences sont assez petites. C'est juste que quand on compare des grosses cohortes, des fois, les écarts n'ont pas besoin d'être si grands que ça pour pouvoir euh, trouver des différences entre les groupes. Mais oui, la question d'avantage, là, je suis désolée si ce n'était pas clair, mais effectivement, c'était une question de résultats. Donc, ce sont des élèves qui ont obtenu des résultats en moyenne plus élevés aux épreuves. Merci beaucoup. On a aussi Sébastien Pavia qui a une question, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais il demande les élèves qui sont en demande d'asile n'ont pas accès aux études gratuitement après 18 ans, donc ne peuvent pas obtenir le DES, sachant qu'ils sont en proportion grandissante. Comment cela influencera les données partagées? Ben, c'est sûr que oui, je pense qu'il y a quelque chose là qui est un enjeu qui est bien, bien, bien réel, là. Puis je pense que comme société, c'est quelque chose à laquelle il faudrait qu'on se penche de manière sérieuse. Surtout que dans certains cas, ça prend tellement de temps avant que les gens puissent euh, puissent savoir ce qui arrive avec leur statut. Ça fait que c'est des gens qui sont là présents assez longtemps dans le réseau. Fait que c'est sûr que oui, il y a certainement quelque chose là. Nous, dans un projet parallèle, là, je bifurque un peu, mais nous, on a suivi des élèves qui étaient en classe d'accueil à Montréal sur 3 ans. Puis on avait beaucoup d'élèves réfugiés demandeurs, mais encore plus de demandeurs d'asile. On avait à peu près 40 dans notre groupe qui étaient des élèves réfugiés demandeurs d'asile. Puis on les a suivis sur 3 ans. Puis oui, effectivement, il y a des situations où les élèves, ben, pour plein de raisons comme celles que vous venez d'évoquer, peuvent pas poursuivre. Fait que oui, c'est sûr que ça peut jouer. Puis particulièrement probablement dans certaines régions qui sont des points d'accueil plus importants pour ces groupes-là. Fait que oui, c'est une excellente réflexion, c'est certain. Merci. Passons à la prochaine question. J. de Rome demande, est-ce que vous avez vu un impact de la scolarisation des parents pour les jeunes issus de l'immigration? Ben, c'est sûr que, en fait, dans cette étude-là, comme telle, on n'a pas accès aux données de scolarisation des parents. Donc, on ne peut pas nécessairement parler pour cette étude-là. Mais c'est certain que, tu sais, de façon générale, au Québec, il y a, tu sais, si on prend tu sais, on peut pas prendre la population immigrante comme un tout homogène, évidemment, mais quand même, si on regarde de manière proportionnelle, il y a beaucoup de parents de familles immigrantes qui sont très scolarisés parce qu'il y a beaucoup de familles immigrantes qui sont sélectionnées sur la base de critères liés à ça. Donc, évidemment que c'est quelque chose qui joue et probablement que c'est quelque chose aussi qui peut, entre autres, aider à comprendre les résultats qu'on observe, particulièrement à la deuxième génération. Souvent, c'est des familles, comme on le sait, qui valorisent énormément l'éducation, tout ça. Puis souvent, il y a beaucoup de familles qui sont très scolarisées, même s'il y a une déqualification professionnelle euh,
importante et bien dommage d'ailleurs, qui se fait au moment où ces gens-là arrivent ici puis qui n'arrivent pas nécessairement à se trouver des emplois dans les secteurs où ils sont, pour lesquels ils sont qualifiés. Mais oui, c'est sûr que la recherche en général au Québec montre qu'on a quand même une population très scolarisée à cet égard-là, même si ce n'est pas tout le monde, et que ça a un impact important sur la scolarisation des jeunes, mais même au-delà de la scolarisation des parents, juste la valorisation de l'éducation fait en sorte que c'est un facteur qui joue beaucoup dans la recherche. L'étude actuelle ne permet pas de statuer là-dessus, mais la recherche au Québec nous montre clairement ça, effectivement. Merci beaucoup. On a une question d'Emmanuela Ficot. Je vais essayer de la résumer parce qu'elle est très longue, donc je m'excuse, Emmanuela, si jamais je ne rends pas bien la question. Mais elle dit qu'il serait intéressant de creuser pourquoi les élèves de première génération réussissent mieux dans les épreuves uniques que dans d'autres matières, outre le français, considérant que l'épreuve la plus difficile est l'évaluation écrite en français. Donc, c'est les jeunes qui sont en apprendre du français. Donc, Ben, elle pense que ça va aussi jouer sur la diplomation, la transition postsecondaire. oui, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui serait intéressant à creuser davantage. En même temps, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ça montre tout le potentiel de ces élèves-là. Donc, je pense que, tu sais, de voir que c'est des élèves qui réussissent très, très bien aux épreuves uniques, ben, je pense que ça suggère que, tu sais, bien que dans une certaine proportion, parce que c'est pas tout le monde, soit allophone ou qui ait besoin d'avoir des mesures de soutien, à l'apprentissage du français, c'est des élèves qui, de façon générale, réussissent très bien. Mais c'est sûr que ça suggère aussi que dans certains cas, peut-être que le soutien à l'apprentissage du français, euh, c'est quelque chose qui est non seulement important, mais qui pourrait peut-être dans certains cas être intensifié pour les élèves qui présentent des besoins particuliers à cet égard-là spécifiquement, pour leur donner un coup de pouce pour la suite, parce qu'effectivement, on le sait que dans tout le parcours, même inclus un rendu au cégep, c'est des acquis. C'est des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir avoir un diplôme. Fait que mais je suis d'accord que c'est une question intéressante et importante qui mériterait d'être davantage creusée, là. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui file, donc je vais passer juste à en fait, c'est une mention de Nadine Maillard qui indiquait que ce serait intéressant d'avoir les données pour les cohortes post-pandémiques. Et j'arrêterai la période de questions avec ceci, considérant le temps qui file. Je suis totalement d'accord, en fait. Moi, j'aimerais bien les avoir, les données post-pandémiques. C'est quelque chose peut-être à laquelle on va continuer à réfléchir parce que c'est sûr que pour nous, c'est un portrait qui est constamment en mouvance. Puis on entend beaucoup le fait que le portrait a probablement changé depuis la pandémie. Je serais quand même très, très curieuse de regarder ça, puis ça fait partie aussi de nos intérêts, là. Je ne peux pas m'avancer et dire que ça sera qu'on le fera, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'un grand intérêt. Merci Isabelle. Je pense que tu nous transmets bien ta passion puis ton intérêt pour la réussite éducative des enfants et des élèves migrants, mais en général aussi. Puis on voit que parce que tu n'es pas prête à prendre ta retraite avec tout ce qu'on te propose, puis tout ce que tu vois à creuser sur ces questions-là. Il y a quelqu'un, je voyais dans le fil de discussion là, qui mentionnait justement le volet 2. Donc c'est sûr que pour la suite, on aimerait bien pouvoir poursuivre notre compréhension de tout ça. Donc, c'est à suivre. Donc, pour conclure, ben, comme tu le disais, Isabelle, là, la situation des jeunes issus de l'immigration, ben, c'est somme toute positif. Donc, c'est le fun de le voir aussi comme ça. On y voit non seulement tout le travail que les jeunes eux-mêmes font, il faut parler de leur persévérance, puis de reconnaître tout le travail qu'ils font pour leur réussite éducative, mais aussi celui de toutes celles et ceux qui les entourent. Donc, c'est fun de voir que il y a des belles actions qui sont en place. Certainement parce que les données montrent que ce qu'on fait, ben, ça semble fonctionner. Donc, la suite pourra être faite dans le volet 2 dans l'analyse. Donc, on décèle qu'à l'échelle globale de l'immigration, il y a quand même des sous-groupes qui sont plus vulnérables. Donc, Isabelle, on a hâte de voir la suite pour mieux comprendre puis mieux aider ces jeunes-là, justement, par rapport à ça. Donc, j'en profite encore une fois pour te remercier d'avoir accepté de venir nous présenter ce portrait-là, puis reconnaître aussi tout le travail que tu as fait vraiment pour organiser cette analyse-là, mais aussi cette conférence-là avec nous. Donc, à tous les participants,
super aussi. Merci derrière vos écrans d'avoir pris le temps d'être là, d'échanger, de poser des questions, puis d'interagir. Je vous rappelle que vous allez recevoir par courriel la présentation, le rapport complet, la rediffusion de la conférence, puis des ressources pour aller plus loin. Il y a aussi notre formulaire d'évaluation. On va le mettre aussi dans le chat. On vous invite à le compléter en grand nombre. Merci de prendre quelques minutes pour ça parce que ça nous aide toujours à améliorer les formules qu'on offre. Donc, voilà. Merci à tous pour votre présence et puis bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.